En l'an 1427, à l'autre bout du monde, une bataille que nul n'aurait cru possible éclata. Un petit royaume de 2 millions d'âmes se retrouva face à l'un des plus puissants empires de la Terre. 100 000 soldats marchèrent vers le sud, sûrs de leur victoire, persuadés que la guerre serait brève. Mais entre les montagnes et les brumes du Jai Viet, quelque chose les attendait. Un piège tissé par la ruse, la patience et la connaissance du terrain. Là, la nature elle-même devint une arme. Personne ne pouvait imaginer que, dans cette vallée silencieuse, le destin d'un empire allait vaciller. Au début du XVe siècle, un vent lourd de guerre souffle sur l'Asie. Le Jai Viet, l'ancien nom du Vietnam, vit sous le joug de la dynastie des Ming, empire chinois. Depuis 1407, après une invasion d'une brutalité sans nom, les armées impériales ont conquis le pays, détrôné le dernier souverain de la dynastie Tran et transformé ce royaume libre en une simple province chinoise. Ce n'est pas une occupation ordinaire. Les Ming veulent effacer jusqu'à la mémoire d'un peuple. Les temples sont profanés, les lettrés déportés vers le sud de la Chine, les livres brûlés sur les places publiques. La langue vietnamienne est bannie des écoles. Même les noms des villages sont changés pour sonner chinois. Les paysans ploient sous les impôts, les champs sont confisqués pour nourrir les garnisons. Dans les campagnes, la faim devient un ennemi plus cruel encore que l'épée. Mais dans les montagnes du Thanh Hoa, région montagneuse du nord du Vietnam actuel, un homme se lève. Il s'appelle Lê Loa. Propriétaire terrien respecté, il rassemble autour de lui des paysans, des moines et des anciens officiers du royaume perdu. Son serment est simple, rendre la liberté aux Jai Viet. En 1418 commence la révolte de Lam Son, du nom de son village natal. Ce n'est d'abord qu'une poignée d'hommes, mal armés, traqués dans les forêts. Mais leur foi en la patrie les rend invincibles. Peu à peu, leurs rangs grossissent, les montagnes deviennent leur forteresse. Les Ming, sûrs de leur puissance, se heurtent à une résistance qu'ils n'avaient pas imaginée. Parmi les compagnons de Lê Loa, un nom brille, Nguyen Tri. Érudit, stratège, poète. C'est lui qui trace la route de la guerre, avec la patience d'un sage et la lucidité d'un général. Sous sa plume naît une idée nouvelle. La victoire ne viendra pas seulement des armes, mais de la justice. Et c'est au nom de cette justice que la lutte se transforme en croisade nationale. En 1426, après 10 années de combat, les forces Ming s'épuisent. Leurs troupes, isolées dans quelques forteresses, Zhongquan, Hanoï actuel, Zhuangjiang, province de Bagiang, et Tikao, ne tiennent plus que grâce à leurs murs. Autour d'elles, les bannières de Lam Son se dressent comme un anneau de feu. Le siège s'installe, lent et implacable. À Pékin, la colère gronde. L'empereur des Ming ne peut tolérer qu'un petit royaume ose défier la puissance du ciel. Il ordonne une expédition de secours depuis le Guangxi, confiée à l'un de ses plus célèbres généraux, Liu Tong. 100 000 soldats, appuyés par la cavalerie impériale, doivent traverser les montagnes, écraser les rebelles et sauver l'honneur de la dynastie. Mais les montagnes du nord du Jai Viet ne ressemblent à rien de ce que les Chinois connaissent. Ce sont des labyrinthes de roches et de brumes, où chaque colline peut devenir un piège. Et là-bas, au fond d'une vallée perdue appelée Shilang, un piège attend déjà son proie. Au moment où l'armée Ming se met en marche depuis le Guangxi, le Jai Viet n'est plus le même pays qu'au début de la guerre. Les années de lutte ont forgé un peuple nouveau, plus uni, plus rusé. Chaque village, chaque forêt, chaque rivière est devenu un maillon de la résistance. Dans son quartier général, Lê Loa ne parle pas d'affrontement direct. Il sait que le nombre joue contre lui, mais il possède ce que les envahisseurs n'ont pas. La connaissance du terrain, la patience et la foi. Aux côtés de Nguyen Tri, il étudie les cartes, les itinéraires, les reliefs. Entre les montagnes du nord, il existe un passage étroit, entouré de collines et de rizières, Chilang, un endroit où la puissance de l'armée Ming deviendrait un fardeau. Les chevaux auraient du mal à manœuvrer, les formations serrées se désuniraient. Là, la nature elle-même serait une alliée. Le plan est simple, mais d'une précision mortelle. Attirer l'ennemi à l'intérieur du vallon,
puis frapper d'un seul coup. Les éclaireurs du Lam Son connaissent qu'à chaque sentier, chaque tournant caché par la brume, des tranchées sont creusées, des fossés dissimulés sous les feuilles, des pics de bambou sont plantés sous la terre meuble, les ponts affaiblis pour s'effondrer au passage des chariots Ming. Pendant ce temps, Nguyen Trai rédige des lettres adressées aux officiers ennemis. Il y parle de paix, de raison, de clémence. Ces mots, qui semblent sincères, sont en réalité des appâts. Ils sont faits pour flatter l'orgueil de Liu Tong, pour l'inciter à avancer plus vite, plus profondément dans les terres. Le général chinois tombe dans le piège sans le savoir. Son armée progresse en longues colonnes, convaincu que les rebelles fuient. Les éclaireurs Ming rapportent que les villages sont déserts, les champs abandonnés, les ponts intacts. Tout semble confirmer la victoire prochaine. Mais c'est justement ce que le stratège vietnamien veut qu'il voie. Dans la vallée, les troupes du Lam Son se préparent en silence. Elles ne dépassent pas 29 000 hommes, mais leur discipline est celle d'une armée aguerrie. Les archers se cachent sur les pentes boisées, les fantassins se dissimulent derrière les digues et les haies. Les tambours de guerre sont enterrés sous des abris de bambou, prêts à résonner quand l'ordre viendra. Les lois lui-même inspectent les positions. Il marche entre ses soldats, vêtus simplement d'une armure de cuir brun. Son regard est calme, mais brûle d'une conviction inébranlable. « Nous ne vaincrons pas par la force, dit-il, mais par l'esprit. Ceux qui combattent pour leur terre ne craignent pas la mort. » Puis vient le silence. Un silence si profond qu'on entend le vent glisser entre les roseaux. Dans quelques jours, la vallée de Shillong ne sera plus un lieu de paix, mais un gouffre de feu et de sang. Au début du mois d'octobre 1427, les collines du Nord s'emplissent du fracas d'une armée en marche. 100 000 soldats Ming avancent lentement, divisés en colonnes interminables qui serpentent à travers les montagnes. À leur tête, Liu Tong, vêtu d'une armure d'acier noirci, chevauche fièrement sous la bannière impériale brodée de dragons d'or. Son visage est dur, son regard plein de confiance. Partout où il est passé, il a vaincu. Pour lui, cette campagne n'est qu'une formalité, une simple expédition punitive contre des paysans rebelles. Les officiers autour de lui partagent cette assurance. La discipline est stricte, les tambours battent la cadence, les étendards claquent dans le vent d'automne. Mais derrière cette apparente puissance, des signes étranges commencent à apparaître. Les éclaireurs rapportent qu'aucune troupe ennemie n'a été repérée. Les villages sont déserts, les puits pleins d'eau claire, les entrepôts abandonnés. Pas une flèche tirée, pas une trace de bataille. Comme si le pays entier s'était volatilisé avant leur passage. Liu Tong y voit la peur. Il rit. Il fuit devant l'armée du Fils du Ciel, dit-il. Mais certains capitaines murmurent « Général, n'est-ce pas trop facile ?» Il les fait taire d'un geste. À mesure que les troupes avancent, les sentiers se resserrent. Les montagnes se dressent, hautes et sombres. La brume devient plus épaisse, avalant les sons et les couleurs. Les chevaux s'agitent, les hommes transpirent sous les cuirasses. L'air est lourd, étouffant. Parfois, un cri d'oiseau retentit dans la forêt, puis un autre, plus loin. Personne ne sait s'il s'agit d'animaux ou de signaux. La tension monte. Certains soldats croient entendre des voix dans la brume, des chuchotements, des tambours lointains. Mais rien ne se montre. Seul le vent souffle, régulier, comme le souffle d'un géant invisible. Au 3e jour de marche, la colonne principale atteint la vallée de Shillong. Devant eux, un terrain plat s'ouvre, traversé par une rivière sinueuse et encadré par 2 chaînes de collines. Liu Tong y voit une bénédiction, de l'espace pour déployer sa cavalerie. Mais ses lieutenants voient autre chose. Un couloir étroit, parfait pour une embuscade. Ils proposent de ralentir, de sécuriser les hauteurs avant d'avancer. Liu Tong rejette l'idée « Les Vietnamiens ne se cachent pas ici. Ce ne sont que des ombres et des rumeurs. » Il leur donne de continuer. Les tambours reprennent, les chevaux s'élancent. Le sol tremble sous le poids des lances et des armures. Dans le lointain, la vallée semble paisible, trop paisible. Au-dessus d'eux, les collines se taisent, immobiles, comme si elles retenaient leur souffle. Personne, pas même le général,
ne sait qu'à cet instant, chaque pas les rapproche du piège qui se referme. L'aube du 10 octobre, 1427 se lève sur la vallée de Chilang. Un brouillard dense enveloppe les collines et le soleil peine à percer la brume. L'armée Ming avance lentement, prudente, mais toujours confiante. Les tambours impériaux battent la marche, les cavaliers ouvrent la voie, les chariots de guerre suivent en grondant. Soudain, un cri retentit sur les hauteurs, puis un autre, et encore un autre. Les échos se multiplient dans la brume. Avant que les soldats Ming ne comprennent, des flèches pleuvent du ciel. Elles sifflent, rapides et précises, frappant hommes et chevaux. Les premières lignes s'effondrent dans le chaos. Liu Tang hurle le désordre. « Formez les rangs! En avant !» Mais à peine a-t-il parlé que des lances surgissent des herbes hautes. Les soldats vietnamiens, dissimulés dans les rizières, sortent comme des ombres. Leurs cris déchirent la brume. « Vi Nuoc Jai Viet !» Pour la patrie. La vallée entière s'embrase. Des tranchées s'ouvrent sous les pas des chevaux. Des pieux cachés transpercent les cavaliers. Les ponts cèdent, les chariots s'enfoncent dans la boue. Le rugissement des tambours de guerre résonne des deux côtés des collines. C'est comme si la montagne elle-même s'était éveillée pour frapper. Les Ming essaient de se regrouper, mais la confusion est totale. Chaque unité perd contact avec l'autre. Des cris de douleur, des ordres contradictoires, des hennissements de chevaux paniqués se mêlent en une cacophonie infernale. Les bannières rouges et dorées, autrefois symboles de gloire, se perdent dans le tourbillon de poussière et de sang. Au centre du champ de bataille, Liu Tang tente de rallier ses troupes. Son armure est couverte de boue, son visage ruisselant de sueur. Il brandit son sabre et charge vers une colline pour reprendre l'avantage. Mais là, il trouve la mort. Un détachement de cavaliers vietnamiens, mené par Lê Sát et Nguyen Ly, surgit des bois. Leur attaque est foudroyante. Un javelot vole, un cri. La lance perce la poitrine du général. Liu Tang chancelle, tente de parler, puis s'écroule de cheval. La nouvelle se répand comme une traînée de feu. Le général impérial est mort. L'armée Ming, privée de chef, vacille. Certains soldats jettent leurs armes. D'autres fuient vers le nord, poursuivis par les flèches du Lam Son. Les tambours vietnamiens battent plus fort, plus rapide, comme le cœur d'un pays en train de renaître. Quand le soleil se couche, la vallée de Chilang n'est plus qu'un océan de cadavres et de fumée. Les corbeaux tournent au-dessus des collines. Le sang se mêle à la terre. Et dans le silence du soir, une seule phrase circule parmi les survivants. Les montagnes ont vengé le Jai Viet. La nouvelle de la mort de Liu Tang se répand comme la foudre à travers les montagnes. En une journée, l'armée impériale s'effondre. Les officiers se disputent, les soldats se dispersent, et la peur devient leur seul commandement. Ce qui était une force invincible se transforme en une horde fuyante. Plus au sud, la deuxième colonne, menée par Moc Tan, apprend le désastre. Avant même de voir l'ennemi, ses troupes tremblent. Elles brûlent leurs provisions, abandonnent les canons, détruisent les ponts derrière elles. Chaque homme ne pense plus qu'à survivre. Les vallées du nord deviennent un labyrinthe de fuites et de cris. Les partisans du Lam Son, cachés dans les forêts, attaquent sans relâche. Ils frappent comme le vent, disparaissent comme l'ombre. Les montagnes retentissent du fracas des armures et du galop des chevaux paniqués. La grande armée Ming, qui devait écraser la révolte, se change en cendres. Pendant ce temps, l'Éloi avance vers les plaines. Les forteresses chinoises tombent une à une, Chongjiang, Yongquan. Les garnisons se rendent, les drapeaux impériaux sont abaissés. Le ciel du Jai Viet s'éclaircit pour la première fois depuis 20 ans. Dans son camp, Nguyen Trai consigne la victoire. Le peuple du Jai Viet a reconquis son âme et les montagnes ont rendu la parole à la liberté. Les plaines du Jai Viet s'étendent sous le soleil d'hiver. L'air est calme, mais il porte encore l'écho des batailles. Sur les rives de la rivière Xuanjiang, les drapeaux vietnamiens flottent au vent. Les derniers soldats Ming déposent les armes. Leur regard vide contemple un horizon qu'ils ne reverront jamais. Après 16 années de guerre, le pays renaît. Les villages se relèvent lentement, les tambours ne battent plus pour le combat, mais pour les semailles.
Les mères retrouvent leurs fils, les temples rouvrent leurs portes. La liberté, longtemps murmurée dans les montagnes, parle à nouveau dans la plaine. À Zhongquan, l'ancienne forteresse ennemie, Lê Loi reçoit les généraux vaincus. Il n'ordonne pas la vengeance, mais la paix. Devant témoins, il accorde à l'armée Ming le droit de rentrer en Chine, à condition de ne jamais revenir. C'est un geste de grandeur rare, né non de faiblesse, mais de sagesse. Dans son camp, Nguyen Trai écrit la dernière ligne du récit « Le ciel n'accorde pas toujours la victoire au plus fort, mais à celui dont la cause est juste. » Les montagnes du Nord retrouvent le silence. Là où jadis tomba Liutang, les paysans labourent à nouveau la terre. Les collines de Chilang demeurent, immobiles et fières, comme les gardiennes d'un souvenir éternel. Et lorsque le vent souffle à travers la vallée, on dit qu'on peut encore entendre, dans le murmure du bambou, les voix de ceux qui sont morts pour que le Jai Viet vive libre.